avec l'axe enquêter-collecter, durant lequel nous allons suivre les interventions de Francesca Cosolino et Sophie Krier en binôme, puis Misia Forlen avant de faire une courte pause. Donc je vais présenter Francesca et Sophie qui vont me rejoindre, s'il vous plaît. Donc Francesca Cosolino est anthropologue. Elle enseigne les sciences humaines et sociales à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, PSL Research University à Paris. Elle est chercheure à l'ENSAD Lab, laboratoire de recherche en art et design, et également membre affilié au laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative de l'Université de Paris-Nanterre. Francesca Cosolino est spécialisée, donc Francesca qui est à gauche, tout à gauche. Francesca Cosolino est spécialisée en ethnographie des pratiques artistiques. Ses travaux de recherche se situent à la croisée de l'anthropologie de l'art et des techniques. Depuis 2010, elle a réalisé plusieurs enquêtes dans le monde de l'art et du design en menant plusieurs missions de recherche en France et à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, Mozambique, voire Mexique, etc. Et elle a notamment publié plusieurs chapitres d'ouvrages, d'articles scientifiques en contribuant régulièrement à des revues d'art et de design et de catalogues d'exposition. Elle collabore avec des artistes en mettant en œuvre des projets croisant art et sciences sociales avec une forte dimension expérimentale et spéculative. Sophie Krier est quant à elle artiste et chercheur. Elle développe des outils de réflexion et de prise de parole collective à la croisée de l'art et des sciences sociales. Diplômée en design et textile à la Design Academy de Eindhoven, elle tisse aujourd'hui des récits liés à nos façons d'habiter la Terre qui permettent la rencontre de savoirs différents. Depuis 2008, Sophie Krier dirige Field Essays, une série de livres publiés par Onomatopée qui agence des postes d'écoute entre praticiens-praticiennes et penseurs-penseuses autour de questions de perception, d'écologie profonde, de savoir-faire local ou encore de mémoire ancestrale. Depuis 2018, Sophie Krier collabore avec l'anthropologue Francesca Cosolino dans le cadre de la plateforme Art, Design et Société de l'ENSAD Lab. La dernière enquête de recherche-création autour des pratiques horticoles et la culture rurale à la Martinique de 2020 à 2022 s'intitule « L'art de faire parler la terre » et nous allons tout de suite la découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci avant tout aux trois organisatrices de ces colloques pour cette invitation, donc, qui nous permet de présenter ce travail qu'on a réalisé avec Sophie Krier, qui est ici à ma droite. Donc, l'art de faire parler la terre, elle est titre d'un projet de recherche-création sous les pratiques horticoles et la culture rurale à la Martinique que nous avons mené donc, entre 2019 et 2022 avec Sophie. Était une enquête qui avait pour objectif de déployer, donc, par les biais des dispositifs artistiques qu'on va décrire, donc des ateliers participatifs et une collection de podcasts, une narration qui est à la croisée des différentes pratiques horticoles, mais qui est aussi à la croisée des différentes méthodes disciplinaires. Donc ici, l'anthropologie et les arts visuels se croisent pour donc mener ces projets à partir de donc différents postures épistémologiques qui se croisent également, donc la mienne d'anthropologue et celle d'artiste en tant que Sophie. Donc notre finalité était donc de repérer des initiatives qui s'opposent en vision productiviste de la nature, donc par une enquête, de pouvoir donc repérer les manières dans lesquelles ces initiatives elles produisent des savoirs qu'on appelle sensibles, donc sous la terre, de pouvoir aussi repérer la manière dans laquelle ils proposent aussi d'autres types de relations à la terre, et de pouvoir ensuite sociabiliser ces savoirs par le biais donc, des formes de narrativité inédites, donc les podcasts, ou bien des activations de ces podcasts dans des situations participatives. Je vais vous en parler tout à l'heure. Nous avons donc mené cette enquête dans le cadre de la plateforme Art Design Société. C'est donc une plateforme de recherche pluridisciplinaire qu'on a fondée donc à ENSALAB, le laboratoire de recherche en art et design des arts décoratifs de Paris, où j'enseigne depuis 2013. Et donc, on l'a fondée en 2018 et c'est une plateforme qui engage donc des enquêtes de recherche-création dans le domaine de l'art et du design et des sciences humaines et sociales. Donc, nous avons construit 3 axes de recherche dans cette plateforme qui se développent tous autour d'une notion, celle des savoirs sensibles.
Et le premier axe dans lequel donc s'inscrit cette enquête à Martinique nous permet de penser, en tout cas cette axe dans lequel on interroge la manière dans laquelle les pratiques des artistes et des designers peuvent nous aider à saisir des dynamiques d'empowerment, en tout cas des transformations sociales, comment les artistes et les designers aujourd'hui participent effectivement de la déconstruction, disons, des hiérarchies sociales et de la création de nouvelles formes de solidarité. Nous développons également d'autres projets dont on va vous parler plus tard si jamais il y a le temps, parce qu'on a 20 minutes, on sait pas chronométrer pour pouvoir rester dans les 20 minutes. Alors, comment s'est faite cette rencontre avec le territoire, la terre de Martinique et pourquoi la Martinique? Pareil, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais le choix du terrain n'est pas anodin parce que Francesca a enseigné pendant plusieurs années au campus caribéen des arts en amont de cette enquête. Et moi-même, j'ai publié un livre dans une série de livres que j'édite depuis 2008 sur un duo de designers qui travaillait sur les savoir-faire artisanaux en Martinique. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le choix n'était pas anodin. La Martinique, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, vous le voyez sur la carte géomorphologique à gauche, c'est une île assez allongée. Il y a comme une épine dorsale montagneuse qui la traverse. Et ça fait qu'en fait, on n'est jamais très loin de la mer, donc côté Atlantique à droite et côté Caraïbes à gauche. Mais en même temps, ça fait aussi qu'il y a très peu, et c'est ça qui nous intéressait dans le cadre de notre enquête, il y a très peu de terres arables donc, sur lesquelles on peut cultiver. 22 000 hectares, vous le voyez, dont 13% en friche et seulement 3 000 dédiés au maraîchage. Et donc, nous, c'est au sein de ces 3 000 hectares que nous, on s'est focalisé sur une région au nord, dans la partie nord-atlantique de la Martinique, dans les Mornes, c'est-à-dire les collines de l'intérieur de la Martinique, parce que c'est là que les nouveaux libres, après l'abolition de l'esclavage, ont pu cultiver des terres, puisque les plaines plus propices à la cultivation de la canne à sucre, elles étaient donc aux prises de on va dire, l'économie de la plantation. Alors pareil, l'évolution de la petite paysannerie dans les Mornes, on pourrait vous faire toute une histoire. On vous réfère au très bel ouvrage de Christine Chivalon, qui elle a travaillé toute la période 1848, donc après l'abolition jusqu'à 1960. Et puis évidemment, il y a aussi plein de travaux sur toute l'époque précolombienne de la Martinique, les Arawaks, les premiers habitants, les Kalinagos, après, qui eux aussi faisaient beaucoup d'agriculture, notamment l'agriculture sur brûlis. Mais là, on vous donne juste quelques points de repère sur l'histoire récente de la petite paysannerie, donc la départementalisation après-guerre, qui d'un côté a augmenté le BIP de la Martinique, mais d'un autre côté a aussi créé ce qui est parfois appelé une société sous perfusion, et aussi l'irruption de la monoculture de la banane, donc pour l'export en France, et de la canne dans les années 60, ce qui a donné lieu à un exode rural, ce qui a donné lieu à une crise sucrière, et il y en a eu beaucoup de ces crises. Et on en parle justement avec un de nos interlocuteurs. Dernier point qui est important à garder juste en tête, c'est le déclassement des terres agricoles et le développement périurbain qui a donné lieu à ce qu'on appelle le mitage et qui complique de plus en plus l'accès à la terre. Et alors, on peut réfléchir donc à ces territoires et construire un cadre aussi pour penser les pratiques horticoles à la Martinique aujourd'hui. On a évidemment puisé dans différentes ressources et notamment donc des travaux avant tout d'intellectuels, en tout cas des théories sociologiques des Antilles françaises. Et donc, des travaux pouvant expliquer la société martiniquaise, comme disait Sophie, à partir donc de la départementalisation, et donc pouvant nous aider aussi à saisir la spécificité de certaines pratiques horticoles qui aujourd'hui nous parlent d'une part de la cosmologie antillaise, et d'autre part matérialisent également les relations que l'on entretient avec l'environnement, mais également des relations sociales, et notamment les relations avec la mémoire de l'esclavage. En fait, un livre qui nous a beaucoup aidé à penser la situation d'aujourd'hui est pourtant une enquête qui commence à être datée aujourd'hui, donc Espace et identité à la Martinique, l'enquête de Christine Chivalon, qui était l'une des premières monographies sur la Martinique et qui relevait des manières donc d'organiser les groupes paysans qui, jusqu'aux années 60, étaient caractérisés par quelque chose qu'elle définit comme la socialité paysanne, c'est-à-dire des pratiques d'entraide, des pratiques d'écoutement, et qui faisait aussi que ces pratiques horticoles
elles étaient particulièrement propices à créer des formes de solidarité, à faire groupe, à créer des communautés auxquelles les gens appartenaient et par le biais desquelles elles partageaient également, donc d'une part les travaux de la terre, d'autre part les fruits de ces travaux de la terre. Donc il y avait un rapport à la terre bien particulier qui existe encore aujourd'hui, qui se retrouve également dans d'autres pratiques, comme l'un de ces pratiques, c'est la pêche à la Seine, et qui est justement une pratique de la pêche collective qui se fait avec plusieurs pêcheurs et pas aussi que des pêcheurs, disons les personnes qui passent à côté du pêcheur, ils commencent à tirer des filets tous ensemble et la pêche, elle est par la suite partagée entre toutes les personnes qui ont pris part donc, à ce moment de récolte ensemble. Donc, voilà, c'est pratique. Cette manière donc de décrire la société nous a, martiniquaise, paysanne, évidemment, nous intéressait parce que c'était pas forcément ce qu'on retrouvait aujourd'hui. Au contraire, la situation aujourd'hui, elle était pas similaire, mais il y avait des poches de résistance dans lesquelles ces pratiques sociales, elles étaient encore actives ou elles étaient remises à jour dans une logique patrimoniale et qui nous ont permis donc de comprendre ce qui caractérise ces mouvements de transformation qui allaient aujourd'hui à Martinique, surtout à partir d'un moment particulier, donc 2009, une crise sociale importante qui s'est manifestée donc dans les Antilles françaises, donc en Guadeloupe et à Martinique. Et ce sont des moments historiques qu'on a étudiés aussi grâce aux travaux d'André Lucrèce, donc un sociologue martiniquais, qu'on a mis en écho avec d'autres travaux, comme celui de Catherine Benoît sur les corps et les jardins, ou bien une écologie décoloniale, donc un livre que peut-être beaucoup de vous connaissent, donc une analyse très pointue des enjeux écologiques aujourd'hui pensés depuis la Caraïbe, donc écrit par Malcolm Ferdinand. Mais les cadres théoriques, c'est également construit, je vais à la diapo d'après, à partir d'une série de travaux plus ancien, donc d'anthropologues ayant pensé depuis longtemps la relation entre les hommes et les plantes. Et c'est le cas, par exemple, des Georges-André Audricourt, mais également des travaux d'anthropologues plus récents, comme ceux de Ludovic Coupaille, avec son livre Growing Artifacts. C'est la manière dans laquelle il a étudié des jardins Aignam, et la manière dans laquelle il a comparé comment aujourd'hui on cultive dans des jardins Aignam et comment cela ça nous parle de certains rituels et certaines manières donc, de voir l'organisation sociale. Nous avons construit notre cadre de pensée également à partir des réflexions sur l'écologie, donc par plus anciennes, donc les trois écologies que beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être des Guattari, mais également donc, des premières réflexions sur l'écologie prise en compte à partir des trois registres, donc d'une part celui de l'environnement, mais également celui des pratiques sociales et celui de la subjectivité humaine. Donc, les enjeux écologiques nous ont paru particulièrement importants, non seulement pour cette école, mais également pour la position cruciale qu'a la Martinique au sein de la Caraïbe, et notamment pour son histoire. C'est quand même un carrefour des civilisations. La Martinique incarne tout à fait aussi la pensée de certains d'autres philosophes qui nous aident à penser les enjeux écologiques comme des enjeux de démocratie. C'est le cas de Bruno Latour et de Joël Zask, dont je mentionne aussi les livres. La première chose qui nous a aidé à penser, c'était son livre un peu plus ancien, La démocratie au champ, et pas du tout Écologie et démocratie, qui est arrivé après, parce que c'était un livre dans lequel Joël Zask, elle analysait très bien ce qui sont les premières expériences démocratiques, notamment aux États-Unis puis en France, et qui sont surtout des expériences commencées par des communautés paysannes. En France, il y a par exemple l'exemple de Larzac, qui est assez connu. Et donc, on relève comment finalement des sociétés plutôt autonomes se sont construites par l'attachement à la terre et par donc, des manières de subsistance qui étaient tout à fait connectées avec la terre. Voilà pour ce qui est donc de l'environnement, disons, théorique, qui nous a permis de bâtir un peu nos questions de recherche qui étaient affichées tout à l'heure. J'ai oublié de les rappeler, mais que je vais les rappeler maintenant. Donc, quelles sont ces réconfigurations qui sont issues de ces retours à la terre qui s'est manifesté, selon notre enquête, depuis à partir de 2009 jusqu'à présent, et qui nous distille de la Martinique, en fait, la manière dont les acteurs aujourd'hui pensent le propre avenir par rapport à la manière dont ils se relationnent à la terre. À ces questions de recherche, on a mis en place une méthodologie qui était basée avant tout sur le fait de localiser des expériences donc, qui ont portée émancipatrice. Et donc, on l'a trouvé, ce portée émancipatrice, dans des réseaux de proximité, comme l'association La Sautée. On l'a trouvé donc en milieu urbain, au sein d'initiatives
des jardins partagés, tels que les jardins des Traits del Citron, créés par l'association Ipiranga, ou bien dans le cadre des jardins familiaux qui favorisent donc la cohésion sociale et qui aident aussi à sensibiliser les citoyennes au niveau environnement et aux enjeux nutritionnels. Par la suite, on a donc mis en place d'autres méthodes dont Sophie va nous parler. Oui, donc je vais vous dire 2 mots sur le choix de l'oralité pour ce site de podcast qui a résulté de l'enquête. Donc pour moi, l'oralité, ce qui m'intéresse là-dedans en tant qu'artiste, c'est que c'est quelque chose qu'on appréhende par la durée, l'oralité. Et c'est aussi, comme dans la photographie d'ailleurs, il y a des hors-champs très intéressants dans l'oralité quand on se replonge dans ces prises de son qu'on a fait sur le terrain, et vous voyez à gauche une capture d'écran du logiciel de montage, c'est un peu comme un nouveau terrain, en fait, parce qu'on s'immerge complètement dans les sons, et puis on va, un peu comme dans le tissage, moi j'ai été formée au textile, on va avoir une trame qui est celle de la durée, et puis on va avoir un fil de chaîne qui va être toutes les voix des acteurs, mais aussi les sons, parfois d'ambiance, qu'on va recomposer en fait. Donc il y a un espèce de travail de recomposition du vécu. Je trouve que c'est quelque chose de très beau et qui nous amène d'ailleurs à finalement une esthétique qui est peut-être plus une aïstésis, comme en parle la Plantine, donc une pensée qui s'élabore dans le mouvement. Un autre dispositif qu'on a utilisé dans notre protocole d'enquête, c'est celle de la fiche mémoire, qui fait partie d'une recherche artistique à long cours que je mène depuis 2018, qui s'appelle Seeding Stories, semer des graines d'histoire. Et pour faire court, là, vous voyez Emmanuel Nossin, un ethnopharmacologue, un de nos interlocuteurs, qui, à l'issue d'un entretien avec lui, nous dessine la plante du mao noir, qui est une plante qui vient de la pharmacopée traditionnelle en Martinique et que lui souhaiterait voir sur le drapeau martiniquais. Donc, ces fiches sont aussi bien des fiches qui permettent de répertorier des savoirs techniques, genre quand est-ce qu'il faut arroser, planter, semer, récolter, etc., mais aussi d'autres types d'histoires liées aux plantes. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est cette notion du savoir transformateur qui éveille l'imagination dont parle aussi Stengers. Et il nous reste. Merci. Bah oui. Donc, on va rentrer vraiment dedans, là, dans les 2 choses, je pense, qui vous intéressent le plus. Ce qui nous a vraiment, je pense que ce qui nous caractérise dans cette enquête, c'est qu'on a cherché à créer des situations d'interaction et de collaboration avec les acteurs qu'on a rencontrés. Donc, ça va vraiment au-delà de l'entretien. Et la première situation qu'on va vous présenter, c'est l'atelier de création qu'on a intitulé « Dessin à l'aveugle », pour lequel nous nous sommes associés à Nicolette Rebec. Elle est connue sous le nom de Mantina, au Morne Rouge. Et cet atelier a eu lieu à l'écolieu de Tivoli, en bordure de Fort-de-France. C'est un atelier pour lequel qu'on a offert à 15 élèves, CM2 de l'école Marcel Placide. Et en fait, après quelques exercices de dessin où il s'agissait vraiment d'avoir une expérience sensible des plantes et d'aller au-delà du ratio, au-delà de ce qu'on sait d'elles, Francesca leur a posé une question dont on va vous faire entendre les réponses dans un instant. Là, c'est pour vous donner une idée du lieu. Là, vous voyez à gauche aussi qu'au sein de cette plantothèque école médicinale d'urgence, donc de l'écolieu, on a installé des bancs pour faire en fait une espèce de salle de classe en plein air éphémère. Et là, vous voyez les outils aussi, les autres outils qu'on avait amenés, donc les fiches aussi, mais aussi encore 2 livres. Est-ce que tu veux dire 2 mots sur la question? Rapide, en fait, voilà, l'idée, c'était de pouvoir mêler à ce moment-là clairement notre méthodologie, notre manière de faire. Donc, la description par les dessins, en tout cas la pratique visuelle de Sophie et la manière dans laquelle, pour moi, avoir accès on avait accès par cette action à des manières de penser son propre avenir, de voir en tout cas l'environnement autour de soi. Donc, on s'est inspiré d'un livre. C'est un peu un manuel en anthropologie qui s'appelle Trouve to See, donc dessiné par Pourvoir, qui est un manuel d'exercices pour les anthropologues pour pouvoir décrire, pas avec les mots, mais visuellement. Et donc, on a donné un de ces exercices à ces élèves en leur posant aussi la question à la fin, s'il devait y avoir une plante, à votre avis, dans le futur, qui devrait être une plante qui soigne la Martinique d'une maladie, d'un mal, qu'est-ce que serait pour vous cette plante? Elle aurait quel pouvoir? Donc, c'était là pour nous une manière aussi d'interroger la vision qu'ils avaient, ces enfants, de leur propre avenir. On va écouter leurs réponses. Et c'est un extrait sonore de 1 minute.
Et de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a comme plantes qui vont soigner? Une plante qui soigne les plaies. Plaie-tuyau. Plaie-tuyau. D'accord. Une plante qui soigne les articulations. Et comment elle s'appelle? Une articulatis. Ça guérit les cœurs brisés. Que ça guérisse? Les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Ah, une plante. Mantina? Oui. Elle a imaginé une plante qui doit soigner les cœurs brisés. Par des disputes? Ouais. Il y a la mélisse, par exemple. La mélisse, le romarin. D'accord. Ça va dans la direction, en tout cas. Une plante pour se contrôler, pour ne pas donner des coups aux gens. C'est une bonne idée. Tu as une idée comment elle s'appelle, cette plante? Comment tu l'appellerais? Mortalus. La Mortalus caminus. La Mortalis caminus. Voilà, donc là, vous voyez les fiches avec les dessins des enfants et on va conclure, hein, parce qu'on a bien vu qu'on a 1 minute 30 qui nous reste. Dessin donc dessiné les yeux fermés, très très beau. Et à l'issue de l'atelier, les enfants ont été déclarés jeunes Mapipi par Mantina, que vous voyez à gauche là sur la photo. Jeune Mapipi, ça veut dire jeune guérisseur par les plantes. Donc ils étaient certifiés jeunes guérisseurs. Et on va conclure juste 2 mots sur donc une autre situation d'interaction qui était là une intervention artistique intitulée Tresser la corde Mao. On a sollicité Marc-Marie Joseph, artiste plasticien et enseignant au campus caribéen des arts, à collaborer avec nous. Et dans les dialogues en amont avec Marc, en fait, on s'est pris un peu de passion pour cette corde Mao, qui est une écorce qu'on peut éplucher d'un arbre. Et aussi toute cette notion de tresser une corde pour mesurer la distance ou pour mesurer, dans ce cas-ci, l'effort collectif qui est engagé dans le travail de la terre qui s'appelle l'assoté en Martinique. L'assoté, c'est vraiment un de ces coups de main dont parlait Francesca tout à l'heure, qui est engagé collectivement et qui permet à la houe de préparer la terre pour les semis. Et ce qu'on a fait avec Marc, c'était, et je vais vous laisser avec juste la petite vidéo qui vous donne une impression, c'est là, vous voyez un petit croquis, l'épluchage de l'écorce, un atelier aussi d'apprentissage par Guy Bussy de l'association La Sautée pour apprendre à tresser cette fameuse corde. Et puis là, je vous joue ça et on va vous laisser là-dessus. Et vous entendez la... Donc là, ce qui est très beau à voir, c'est la différence de rythme entre le rythme du labour et le rythme du tressage de cette corde qui continue et qui a donné lieu aussi à des échanges informels avec les laboureurs qui après sont venus nous voir pour évidemment nous demander pourquoi on tressait cette corde en marge de ce travail d'agriculture. Et je ne vais pas vous dire ce que Marc et l'agriculteur ont échangé, mais c'était en créole. Et justement, c'est peut-être ça le plus valorisant quelque part, c'est que ça a permis vraiment un échange dans la langue locale sur ce qui se passait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Francesca Cozzolino et Sophie Krier pour votre passionnante intervention.